Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Le cours d'aujourd'hui est intitulé « La régulation du milieu intérieur ». Donc, avant de commencer ce cours, j'aimerais bien faire un petit rappel sur ce que c'est le milieu intérieur. Nous savons que chez les animaux métazoaires, toutes les cellules de l'organisme sont couvertes et sont comprises dans un milieu liquide. Donc, ils sont toujours entourés de liquide. Nous avons le liquide interstitiel qui entoure directement les cellules, et nous avons le liquide plasmatique que l'on trouve dans le sang. Donc voilà, les cellules de l'organisme, elles sont entourées par cet ensemble de liquide, par ce compartiment liquidien qui est formé par le plasma et le liquide interstitiel. Et ce compartiment liquidien, plasma plus liquide interstitiel, constitue ce qu'on appelle le milieu intérieur. Pourquoi il y a ce milieu intérieur? C'est tout simplement pour garder la stabilité de la cellule. Lorsqu'il y a un changement qui est brutal, brusque, que ce soit de température, de pression ou autre, le milieu intérieur, il temporise la situation de façon à protéger la cellule pour ces altérations brusques. Donc, nous avons ce plasma et ce liquide interstitiel, il y a des systèmes tampons qui permettent la régulation de certains paramètres tels que le pH qui normalement devrait rester à 7,3 à 7,4. La thermorégulation. La thermorégulation, c'est-à-dire que la température du corps, par exemple, chez l'homme, elle doit rester à 37 degrés, etc. La concentration du glucose qui doit rester à 1 gramme par litre, etc. Tout ça, toute cette régulation se fait à ce niveau. Mais l'organisme ou l'individu, il est en perpétuel échange avec son environnement. Il a besoin des nutriments, il a besoin de l'oxygène. Et ces nutriments lui parviennent de l'extérieur. Donc vous avez ces nutriments et ces gaz. Nutriments et ces gaz qui est l'oxygène, qui est nécessaire pour le développement de la cellule. Et ces nutriments et ces gaz vont passer au niveau des cellules. La cellule, elle va métaboliser ces éléments, elle va produire des déchets, c'est tout à fait normal. Nous avons les déchets azotés et le CO2 qui vont prendre le chemin inverse, ils vont quitter l'organisme. Regardez, ces composés-là, l'oxygène et les nutriments vont traverser tous ces compartiments. Ils vont traverser différentes barrières, comme ici, par exemple, au niveau des nutriments, ils traversent la paroi intestinale pour passer dans le sang. Ils traversent aussi le plasma, le liquide interstitiel ils traversent la membrane plasmique. Il y a différentes barrières. Il y a différentes phases. Il y a des phases liquides, la phase gazeuse, etc. Pour l'oxygène, par exemple, qui nous vient de l'air, qui était dans l'air, il va passer dans un liquide. Alors, ce que nous allons essayer de voir dans ce cours-là, c'est quelles sont les forces qui sont responsables du mouvement de ces éléments gazeux et des nutriments, y compris l'eau. Donc, quelles sont les forces qui sont... Ils ne vont pas se déplacer comme ça. Il y a des forces physiques qui permettent le déplacement de ces éléments et qui leur permettent de traverser ces différents obstacles tels que les parois cardiovasculaires, etc. Là, on va étudier tout d'abord tout ce qui est gazeux, ensuite on passera à tout ce qui est nutriments et l'eau. OK? Puisque les gaz, ils ont certaines caractéristiques. Et là, on va s'intéresser à ces deux gaz qui sont l'oxygène et le CO2. L'oxygène, donc ici, si nous prenons cette atmosphère ici, dans cette salle, nous avons 3 gaz, mais à des proportions vraiment différentes. Nous avons l'azote qui se trouve à une proportion très importante, qui représente 78% de cet espace.
Nous avons l'oxygène qui représente 21%. Et nous avons les autres éléments. Parmi les autres éléments, je prends le CO2 puisqu'il va nous intéresser. Le CO2, il représente une proportion infime vraiment qui est de l'ordre de 0,03%. Donc cette atmosphère ici, elle est formée de ces trois gaz. N2, O2 et CO2. Ces gaz, par exemple, le CO2 qui présente une certaine proportion, s'il est mis dans un volume, comme ça, il va exercer une pression sur la paroi de ce volume de l'enceinte dans lequel il se trouve. Et là, c'est ce qu'on appelle la pression partielle d'un gaz. Alors, l'azote présente une certaine pression partielle, la PN2, l'oxygène une autre pression partielle et le CO2 une pression partielle. Ces trois pressions, la somme de ces trois pressions nous donne ce qu'on appelle la pression barométrique. C'est la loi de Dalton. Donc ici, la pression que nous avons ici, supposons que cette pression elle est de 760 mm de mercure, donc la pression barométrique, selon Dalton, la pression barométrique est égale à la somme des pressions partielles des gaz qui composent cette atmosphère. Et là, à partir de cette équation, on peut déduire la pression partielle d'un gaz. Donc on peut transformer cette équation. Donc si on veut calculer la pression partielle d'un gaz, c'est tout simplement la pression barométrique multipliée par la fraction de ce gaz qui se trouve ici. Mais l'atmosphère dans laquelle nous sommes, par exemple, ici, elle peut être sèche comme elle peut être humide. Ici, cette équation, on peut l'appliquer que dans le cas où la pression, où l'atmosphère est sèche. Si l'atmosphère est humide, alors dans ce cas, on va modifier un tout petit peu cette équation. Elle va devenir Px, c'est-à-dire la pression partielle de ce gaz, est égale à la pression barométrique moins 47, et ça, c'est la pression de vapeur d'eau multipliée par la fraction de ce gaz. Si nous prenons par exemple une atmosphère où la pression barométrique est égale à 760 mm de mercure, et si cette atmosphère ou ce milieu il est sec, alors on applique cette première équation, donc on va avoir la pression, par exemple, la pression partielle de l'oxygène est égale à la pression barométrique qui est égale à 760 multipliée par 0,21, la fraction de l'oxygène. Et là, on va avoir une pression partielle de l'oxygène de 160 mm de mercure. Si on est dans une atmosphère qui est humide, alors on doit retrancher de la pression barométrique et cette pression de vapeur d'eau. Pour ce qui est la diffusion de ces deux gaz, l'oxygène et le CO2, dans les liquides. Et là, il y a une équation qui permet de calculer la pression partielle d'un gaz dans un liquide. Et c'est ce qu'on appelle la loi d'Henry. Cette loi d'Henry, qu'est-ce qu'elle dit? C'est-à-dire, si nous avons une quantité X d'un gaz dans un volume V du liquide, la quantité X dans un volume V d'un liquide, elle exerce une pression partielle dans ce liquide qui est égale à Px. Et cette pression dépend, ou cette concentration, cette quantité d'oxygène qui se trouve dans le volume liquidien, elle dépend d'un paramètre qu'on appelle alpha x,
qui est le coefficient de solubilité de ce gaz dans un liquide déterminé. Et on divise tout ça par 760, qui correspond à la pression atmosphérique. Voilà, regardez ici, nous avons la quantité de gaz qui est dissoute dans un liquide, exerce une pression partielle dans ce liquide qui est égale à Px. Si on transforme ça ici, c'est-à-dire si on ramène mx sur v, ça nous donne la concentration est égale à alpha x multiplié par px sur 760. Donc nous avons ici la concentration de ce gaz est proportionnelle à la pression partielle de ce gaz multipliée par le coefficient de diffusion de ce gaz dans un liquide donné. Donc voilà, si nous avons une concentration d'un gaz très important dans un liquide, donc on va avoir une pression partielle qui est très importante. Donc voilà ce qu'il en est de la diffusion de ces gaz dans l'air et dans les liquides. Bon, maintenant on va s'intéresser à ces échanges gazeux pour le CO2 et l'oxygène. Ces échanges se font principalement au niveau des poumons, et plus exactement au niveau des alvéoles. Comme ce que nous avons ici, regardez, nous avons des poumons, donc nous avons des trachées par lesquelles va passer l'oxygène et le CO2, donc, et ces trachées se prolongent par des trachéoles et qui se terminent par ce qu'on appelle une alvéole. Une alvéole, c'est une sacule qui se présente comme ça et qui est irriguée par un système capillaire. Et là, vous avez le sang qui arrive pour irriguer cette alvéole. Il y a le sang qui arrive ici et qui repart de ce côté. Alors, la nature de ce sang qui arrive au niveau des alvéoles est différente de celle qui va quitter les alvéoles. Le sang qui arrive au niveau capillaire, qui arrive au niveau des alvéoles, il est très riche en CO2. Donc la pression partielle de CO2 ici est très importante. Et si on commence par un début, c'est-à-dire quand je fais une inspiration comme ça, je ramène de l'oxygène, ce qui fait que la pression partielle de l'oxygène au niveau alvéolaire va être très importante. Par contre, la pression partielle du CO2, elle va être faible, puisque vous vous souvenez, j'ai dit que la fraction du CO2 dans l'air, elle est de 0,03%, c'est vraiment négligeable. Donc, elle est presque nulle. Alors, quand il y a une différence de pression partielle de part et d'autre d'une paroi quelconque, là, le gaz, il va se diffuser selon le gradient de pression partielle. Là où la pression partielle est importante, il va passer comme ça, dans ce sens, selon le gradient de pression partielle. Le gradient de pression partielle, dans ce cas ici, c'est le CO2, puisque le sang qui arrive ici, il est riche en CO2, la PCO2 est élevée. Au niveau alvéolaire, il n'y a pratiquement pas de CO2, alors ce qui fait le CO2, il va se déplacer dans ce sens vers les alvéoles, ensuite il va être expulsé vers l'extérieur. Pour ce qui est l'oxygène, c'est l'inverse. Nous avons, quand on fait une inspiration, il y a la quantité d'oxygène au niveau des alvéoles devient très importante, et là j'ai marqué cette pression partielle en grand. Ici, là où il y a la PCO2 est élevée, l'oxygène il est faible, la quantité d'oxygène elle est faible, donc la pression partielle en oxygène, ce qui fait on va avoir le déplacement de l'oxygène se fait selon le gradient de pression partielle, il va passer des alvéoles vers les capillaires. Et c'est comme ça que se fait le premier passage des gaz, depuis les alvéoles vers le sang. Ensuite, pour ce qui est le passage du compartiment liquidien,
c'est-à-dire le plasma liquide interstitiel ensuite à l'intérieur des cellules, c'est tout simplement par ce phénomène de gradient de pression, que ce soit pour le gaz, l'oxygène, ou que ce soit pour le CO2. Arrivé par exemple au niveau des cellules de l'organisme, la cellule, elle métabolise ses nutriments, elle produit beaucoup de CO2, elle est riche en CO2, donc la PCO2 est élevée, elle va quitter selon le gradient de pression partielle. Par contre, l'oxygène, il manque au niveau, quand il manque au niveau de la cellule, et il se trouve en quantité importante au niveau du plasma, au niveau du liquide interstitiel, il va passer tout simplement selon le gradient de pression partielle. Voilà les forces qui permettent le déplacement de l'oxygène et du CO2. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les nutriments? L'eau, des autres solutés tels que le sodium, le glucose, le potassium, etc., tous les autres éléments, qu'est-ce qu'il en est? Les acides aminés, les acides gras. Ces nutriments, ils vont aussi passer différents compartiments et différentes barrières au niveau du tube digestif. Ils vont passer dans le sang, ensuite ils vont passer au niveau de la cellule et ils vont prendre encore le chemin inverse pour qu'ils soient éliminés au niveau des reins et ailleurs. Voilà, alors pour cela, on va essayer d'expliquer ce passage. Là aussi, il y a des forces qui sont responsables de ce transfert de ces éléments. Vous savez que toutes les cellules et tous les organes, toutes les cellules de l'organisme sont perfusées par du sang, et c'est le sang qui apporte ces nutriments. Et là, je vais faire un petit schéma de cette irrigation des cellules de l'organisme. Voilà, nous avons des cellules ici, voilà, hein, voilà. Alors, le sang arrive, hop, comme ça, et il va irriguer, il va donner à ces cellules tout ce qui est nutriments et tout ce qui est gaz aussi. Il peut donner aussi de l'oxygène, parce qu'ils ont besoin aussi de l'oxygène. Et les cellules, elles vont métaboliser ces nutriments et ces gaz, etc. Elles vont produire des déchets, et ces déchets, et ces gaz, ils vont être remis dans l'eau, puisque dans le sang, pardon, c'est pourquoi c'est la fonction du sang, en quelque sorte. OK? Donc, nous avons le sang qui arrive et qui donne les nutriments et l'oxygène et qui reprend le CO2 et les déchets azotés. Je vais noter une chose, les caractéristiques de ce capillaire. Ce capillaire, il est fenestré, c'est-à-dire il a des petites ouvertures. Alors, ces petites ouvertures laissent passer les petites molécules telles que l'eau, le sodium, le glucose, les acides aminés, etc. Mais ils ne laissent pas passer des grosses molécules que je vais schématiser ici en noir, comme les grosses protéines, comme l'albumine. Donc voilà la caractéristique de cette paroi capillaire ici. Mais quelles sont les forces qui sont responsables de ce transfert, de ce mouvement de ces éléments? Vous savez, nous avons ici un capillaire, nous avons des vaisseaux, et ces vaisseaux contiennent du sang. Le sang, c'est un liquide. Il va exercer une pression qui va permettre de pousser l'eau et les solutés pour sortir, pour quitter ici ce compartiment, pour aller ici vers les cellules. Et là, il y a une force, comme ça, exercée par la présence du liquide. C'est une pression hydrostatique, capillaire. Donc le sang qui se trouve dans les capillaires exerce une pression hydrostatique, et c'est elle qui va pousser le filtrat, c'est-à-dire l'eau et les solutés de faible poids moléculaire, de passer du capillaire vers les cellules. Et cette pression, on va la noter ici, la pression hydrostatique capillaire, elle est de l'ordre de
en moyenne, 40 mm de mercure. Dans l'autre sens, nous avons ici le liquide interstitiel. Là aussi, c'est un liquide. Il doit exercer une pression hydrostatique sur la paroi de ce vaisseau. Donc, il va exercer une autre pression qui va dans le sens opposé, mais elle est très faible. Nous n'avons pas beaucoup. Donc, voilà une autre pression. Et là, c'est la pression hydrostatique interstitielle. Elle est de l'ordre de 5 mm de mercure. Alors, nous avons ici des protéines qui n'ont pas pu passer, parce que les pores sont très petits, ils ne laissent pas passer les grosses molécules telles que les protéines. Ces protéines exercent une pression, mais une pression un peu spéciale, qui ne pousse pas vers l'extérieur. Par contre, elle va attirer. C'est une pression oncotique. Alors, la pression oncotique, c'est la pression exercée par les protéines dans une solution. C'est une pression négative. Elle va attirer l'eau. Voilà, cette pression oncotique, elle est de l'ordre de 25 mm de mercure. Nous avons donné un sens à ces différentes forces. Donc, nous avons cette pression hydrostatique capillaire qui va dans ce sens. On va la prendre positive, arbitrairement, et nous avons la pression hydrostatique interstitielle qui va dans l'autre sens, et là, on va lui donner le signe négatif. Nous avons la pression oncotique, elle, on va lui donner le signe négatif puisqu'elle va dans l'autre sens. Voilà. Voilà les trois forces qui sont responsables du mouvement. Mais la force réelle, c'est la résultante de ces trois forces. Et cette force, la résultante, ça s'appelle la pression de filtration. La pression de filtration. C'est-à-dire une résultante de ces trois-là, ça va permettre la filtration. Alors, on peut la calculer, cette pression. Voilà, il suffit de faire la somme. Donc, la pression de filtration est égale à la pression hydrostatique capillaire plus la pression hydrostatique interstitielle plus la pression oncotique. C'est ça, la pression de filtration qui permet de filtrer, de faire passer l'eau et les solutés de faible poids moléculaire depuis les capillaires vers les cellules. Et là, nous sommes dans le côté artériolaire, et là, le côté veineux. Hein, ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc, voilà les forces qui sont responsables du déplacement de l'eau et des solutés de faible poids moléculaire. C'est une force de filtration qui est la somme de ces différentes forces. Et là, si je fais le calcul, ça va nous faire 40, moins 5, moins 25. Ça nous fait une force de filtration qui est de 10 mm de mercure. Donc ça, c'est la pression qui permet de filtrer, de faire passer l'eau et les solutés vers les cellules. Le sang va continuer son chemin. Alors, en arrivant au côté veineux, les choses vont changer. Et la pression hydrostatique dépend de la quantité d'eau. Nous avons perdu de l'eau qui est passée de l'autre côté. Ce qui fait que la pression hydrostatique va chuter. C'est tout à fait normal. Donc, on va avoir une pression hydrostatique qui existe encore, mais pression hydrostatique capillaire, mais elle a chuté à 20 mm de mercure. Vous voyez? Parce que nous avons perdu de l'eau qui est passée des capillaires vers le liquide interstitiel. Pour ce qui est la pression oncotique, la pression oncotique ne va pas changer. Pourquoi? Parce que les mêmes protéines qu'on avait ici, elles vont se trouver de l'autre côté. Donc, elle va rester la même. Vous allez me dire, bon, on a perdu un peu d'eau et là, ça va changer la concentration, mais cette eau
par rapport au volume total du sang dans l'organisme qui est de 5 à 6 litres, cette eau qui est passée de là à là, elle est vraiment négligeable. Il ne peut pas affecter cette pression oncotique. Ce qui fait, la pression oncotique, elle va rester la même, c'est-à-dire 25 mm de mercure. Vous allez me dire aussi qu'au niveau du liquide interstitiel, l'espace interstitiel, nous avons de l'eau. Et nous avons rajouté de l'eau. Il y a de l'eau qui est passée de là à là. Ce qui fait qu'elle va changer. Eh bien non, il ne va pas changer. Pourquoi? Parce que cette eau qui est passée ici, il a été consommée par les cellules. Là aussi, la pression hydrostatique interstitielle, elle va rester la même. Et là, je garde toujours ces signes négatifs pour la pression oncotique et la pression hydrostatique interstitielle. Et quand je fais la somme, je tombe sur une pression qui est moins 10 mm de mercure, c'est-à-dire la quantité qui est passée là, elle est passée de l'autre côté. Et là, ce qu'on appelle la force de réabsorption. Donc voilà comment se fait le transfert de ces solutés et de ces gaz depuis les capillaires vers les cellules et des cellules vers les capillaires. Voilà. Sur ce schéma-là, nous avons un résumé, si vous voulez. Nous avons au niveau artériolaire, ici, nous avons une pression artérielle qui est de l'ordre de 40 mm de mercure, mais qui va chuter à une valeur de 20 mm de mercure. Et par contre, tout ce qui est la pression oncotique ne va pas changer, la pression hydrostatique interstitielle ne va pas changer. La seule qui change, c'est la pression hydrostatique capillaire. Et c'est elle qui est responsable. Ou si vous voulez, c'est la résultante de ces forces et la résultante de ces forces. On va avoir une force vers ici, c'est la force de filtration, et une force des cellules vers les capillaires, c'est la force de réabsorption. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ce transfert qui se fait au niveau cellulaire, c'est-à-dire le passage du liquide interstitiel vers les cellules, ou des cellules vers le liquide interstitiel. Et là, on va prendre aussi les éléments. Pour ce qui est des gaz, le CO2 et l'oxygène, il se fait en fonction du gradient de pression partielle. Et ça, nous avons déjà parlé de ça. Pour ce qui est des autres nutriments, ou les autres éléments, nous avons l'eau. L'eau, c'est connu, il se déplace. La force responsable de l'eau, c'est le gradient osmotique. C'est le gradient osmotique. L'eau se déplace toujours du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Donc, pour l'eau, il n'y a pas la force majeure qui permet le déplacement de l'eau, c'est la force osmotique. C'est le gradient osmotique du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Pour les autres solutés, on peut distinguer, il y a plusieurs voies de diffusion. Pour certains éléments, se fait selon le gradient de concentration. Certaines substances ils se déplacent selon le gradient de concentration. Il y a aussi une autre voie de transfert, c'est la diffusion facilitée. Donc la diffusion simple, c'est là en fonction du gradient. La diffusion facilitée, c'est lorsqu'il y a un transporteur qui transporte. Et quand on parle de transporteurs, ils sont limités. Ils ont le transport facilité, on a toujours cette courbe, cette fameuse courbe, ça c'est très connu. Nous avons cette formation de plateau. Pourquoi il y a ce plateau? C'est parce que les transporteurs sont limités. Il y a ce qu'on appelle la saturation. Ça c'est le transport facilité. Il y a une diffusion. Pour ce qui est de la diffusion simple, c'est comme ça, plus le gradient est important, plus il y a une diffusion. Pour la diffusion facilitée, il y a ce plateau. Pour certains ions, comme par exemple le sodium, son déplacement dépend d'une force, d'une pompe qui pousse certains éléments contre le gradient de concentration. Là, il faut quand même, ils vont aller contre le gradient de concentration, et là, on parle d'un transport actif.
Quand il s'agit des molécules de grande taille, telles que les protéines, ou telles que, par exemple, une bactérie ou un virus, ou quelque chose comme ça, il y a le phénomène de la phagocytose. Voilà, c'est fini pour la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.